Ma fiancée m'a dit que nous avions besoin d'une pause, parce que son ex rejoignait le voyage, et que je devais simplement l'accepter. Alors, je l'ai fait. Et quand elle est revenue, sa crise de nerfs totale a été diffusée en direct pour que tout le monde puisse la voir. Mon nom est Lucas. J'ai 31 ans, et je travaille comme ingénieur en Structura. San Diego. Mon emploi du temps est prévisible. Je suis sur les chantiers tôt le matin, je rentre chez moi vers 18 h la plupart des soirs, et je tiens un calendrier serré, car, dans mon domaine, les détails oubliés coûtent cher. J'aime l'ordre. J'aime la clarté. Ma fiancée est Angela, elle a 29 ans. Elle travaille dans le marketing de marque pour une start-up de bien-être. Principalement à distance, avec de fréquents événements de réseautage et des lancements le week-end. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans, fiancés depuis 7 mois. Et nous partageons un appartement de 2 chambres à Hillcrest. Nous partageons l'hypothèque et les factures à parts égales, et nous gardons un compte joint. Strictement pour les dépenses communes. Jusqu'à récemment, notre vie était stable. Le problème a commencé avec un voyage de groupe. Angela a un groupe d'amis d'université qui organise un grand voyage chaque printemps. Cette année, c'était censé être Cabo. Nous l'avions réservé en janvier. Les vols étaient payés, et la suite au complexe hôtelier réservé. J'avais libéré du temps auprès de mon cabinet, et j'avais décliné un projet de consultant à court terme, parce que les dates se chevauchaient. Il y a environ 2 semaines. Angela est rentrée de prendre un verre avec ce groupe en agissant de manière inhabituellement brusque, pas ivre, mais très concentrée. Elle a sauté les politesses habituelles et a dit que nous devions parler. Elle m'a annoncé que son ex, Marcus, allait participer au voyage à Cabo, et pas au même hôtel par coïncidence, mais bien avec notre groupe. J'ai demandé comment cela s'était produit. Elle a dit que l'une des filles avait repris contact avec lui récemment, et qu'il serait embarrassant de ne pas l'inclure. Elle a dit cela comme s'il s'agissait d'un ajustement mineur à la disposition des sièges. J'ai demandé quand elle l'avait appris. Elle a admis qu'elle le savait depuis quelques jours, mais qu'elle ne voulait pas que je surréagisse. C'était le premier signal d'alarme. Je n'avais encore réagi à rien. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'elle passe une semaine de vacances avec son ex, dans un environnement de suite partagé. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que nous étions des adultes, et que je devais lui faire confiance. Puis, elle a ajouté quelque chose qui a changé toute la tonalité de la conversation. Elle a dit que si j'allais être tendu à ce sujet, nous devrions peut-être faire une pause pendant son voyage, afin qu'elle n'ait pas à gérer mon énergie. Gérer mon énergie. J'ai demandé directement si elle demandait une pause parce que Marcus venait, ou si Marcus venait parce qu'elle voulait une pause. Elle m'a fixé pendant une seconde, le visage inexpressif, et a dit que j'étais insécure et dramatique. Ensuite, elle a pris son ordinateur portable et s'est rendue dans la deuxième chambre, en fermant la porte derrière elle. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne me suis pas disputé à travers la porte. Je suis allé à la cuisine, je me suis assis, et j'ai commencé à réfléchir à ce que signifierait réellement faire une pause. Je ne suis pas quelqu'un qui réagit dans le feu de l'action. Dans mon métier, réagir émotionnellement à de nouvelles informations conduit généralement à de mauvais calculs. Alors, j'ai traité cela de la même manière. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures, comme d'habitude. Angela dormait toujours dans la deuxième chambre. J'ai fait du café, j'ai révisé un ensemble de plans pour un projet de mur de soutènement, et j'ai réfléchi à ce qu'elle avait réellement proposé. Une pause, pas un voyage annulé, pas du réconfort. Une pause spécifiquement programmée pour coïncider avec une semaine à Cabo, où son ex serait présent. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine vers 8 heures, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a demandé si je pouvais passer au pressing après le travail.
Je lui ai dit que nous avions besoin de clarté, avant de discuter des corvées. Elle a soupiré lourdement et a dit qu'elle ne voulait pas de drame. Avant le travail. Je lui ai dit que je ne créais pas de drame. J'avais juste besoin de comprendre les règles de cette pause qu'elle suggérait. Étions-nous toujours fiancés pendant cette pause? Étions-nous toujours exclusifs? Allions-nous le dire à nos amis? Était-ce public ou privé? Elle a eu l'air agacée par mon sens du littéral. Elle a dit que ce serait juste de l'espace. Pas d'étiquette pendant une semaine. Pas de pression. Nous pourrions nous reconnecter après son retour, une fois qu'elle serait rafraîchie. Rafraîchie de quoi exactement, c'était ma question. Mais je ne l'ai pas formulée ainsi. Au lieu de cela, j'ai demandé directement si elle avait l'intention de se comporter comme une célibataire pendant ce voyage. Elle a dit que je déformais ses propos. Elle a dit qu'elle méritait de profiter de vacances sans être surveillée. Elle a affirmé que je ramenais tout à Marcus, alors qu'il s'agissait de mon insécurité. J'ai souligné que je n'avais pas suggéré de la suivre à la trace, de lire ses messages, ou d'assister à chaque dîner de groupe collé à ses côtés. J'avais simplement dit que j'étais mal à l'aise avec cette dynamique. Puis, j'ai posé la question qui importait. Si Marcus ne venait pas, demanderait-elle. Toujours une pause? Il y a eu un silence. Pas long, mais assez long. Elle a dit que ce n'était pas la question. Pour moi, c'était toute la question. Je lui ai dit calmement que je ne resterais pas dans une relation qui se met en pause pour la commodité de l'ex de quelqu'un d'autre. Si elle voulait une pause, nous pouvions en prendre une, mais elle serait réelle, pas une suspension de 7 jours avec réintégration automatique. Elle a croisé les bras et a dit que j'étais extrême. Je lui ai dit que j'étais clair. Elle est partie peu après pour un espace de coworking, en claquant la porte. Assez fort pour faire vibrer le cadre. Je suis allé sur mon chantier, j'ai vérifié les coulées de béton, et j'ai gardé mon téléphone en mode silencieux. Vers midi, elle a envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle y avait réfléchi et que oui, elle voulait toujours cette pause. Ce serait plus sain pour nous deux. J'ai répondu par une seule phrase, d'accord, nous sommes en pause à partir de maintenant. Elle a répondu par un emoji ou pouce levé. C'était tout. Aucune règle discutée, aucune assurance échangée, juste une ligne nette tracée. Ce qu'elle n'avait pas encore réalisé, c'est que je traite les pauses de la même manière que je traite les contrats. Une fois que les conditions changent, tout est réévalué. La première chose que j'ai faite après cet échange de SMS a été de vérifier nos comptes partagés. Pas par dépit, mais par logistique. Nous avons un compte courant joint qui couvre l'hypothèque, les services publics, Internet et les courses. Nous y transférons chacun un montant fixe le premier de chaque mois. Je me suis connecté pendant ma pause déjeuner et j'ai confirmé les soldes. Tout était à jour. Cabo avait déjà été payé avec la carte d'Angela, et j'avais transféré ma moitié quelques semaines plus tôt. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne. Je n'ai pas annulé son billet. J'ai annulé le mien. Cela m'a coûté des frais de modification, mais j'ai redirigé le crédit vers un vol futur. Je ne l'ai pas annoncé. Si nous étions en pause, il n'y avait aucune raison pour que je sois encore lié à ce voyage. Après le travail, je me suis arrêté dans un centre de stockage à quelques pâtés de maison de notre appartement, et j'ai loué une petite unité au mois. Non pas parce que je prévoyais de déménager de manière spectaculaire, mais parce que je voulais de l'optionnalité. J'ai appris que l'optionnalité réduit la panique. Ce soir-là, Angela est rentrée. Plus légère, presque joyeuse. Elle avait cette politesse détachée que les gens utilisent avec des collègues qu'ils ne sont pas sûrs d'apprécier. Elle a demandé si nous partagions toujours les courses cette semaine. J'ai répondu que oui. Jusqu'à nouvel ordre.
Une pause n'annule pas les factures partagées. Elle a hoché la tête et a dit « Bien ». Ensuite, elle a mentionné nonchalamment que Marcus logerait dans la plus grande suite avec les autres garçons. Comme si ce détail devait me rassurer. Je lui ai dit que j'avais annulé mon vol. Elle a cligné des yeux. « Tu ne viens pas ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je répondu. « Nous sommes en pause. Cela n'aurait aucun sens que j'assiste à tes vacances. » Son expression est passée de là. Surprise à l'irritation en quelques secondes. Elle a dit que j'étais mesquin. Je lui ai dit que j'étais cohérent. Une pause signifie une séparation. Elle a dit que c'était juste censé être de l'espace, pas une déclaration. Je lui ai répondu que l'espace fonctionne dans les deux sens. Elle n'a pas crié. Elle est juste devenue silencieuse, de cette manière tendue qu'elle a quand elle pense que quelqu'un ne suit pas son scénario. Au cours des jours suivants, elle a fait ses bagages pour Cabo comme si de rien n'était. De nouveaux maillots de bain sont arrivés. Elle a commandé des tenues spécifiquement pour les dîners. Elle a passé plus de temps à la salle de sport. Nous avons dormi dans des chambres séparées sans en discuter. La veille de son vol, elle s'est tenue sur le seuil de la chambre d'amis et a demandé si j'allais vraiment me comporter comme ça tout le temps. Je lui ai dit que je ne me comportais pas de telle ou telle manière, mais que je m'ajustais aux nouveaux termes qu'elle avait proposés. Elle a secoué la tête et a dit que je suranalysais tout. Peut-être, mais je n'ai jamais vu de fiançailles stables nécessiter une pause programmée, coïncidant parfaitement avec la réapparition d'un ex. Elle est partie pour Cabo le lendemain matin à 6 heures. Je ne l'ai pas conduite à l'aéroport, et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes car, même en pause, l'information circule. Les 2 premiers jours après le départ d'Angela ont été calmes. Je suis allé travailler. J'ai vérifié des calculs de charges. J'ai déjeuné à mon bureau. Je suis rentré dans un appartement vide et j'ai mangé des dîners simples. C'était moins tendu que ça ne l'avait été depuis des semaines. Nous étions techniquement en pause, donc je ne lui ai pas envoyé de SMS. J'ai mis ses stories Instagram en sourdine, car je n'avais pas besoin d'images de vacances mises en scène sous mes yeux. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que d'autres personnes commenceraient à me contacter. Le deuxième soir, l'un des maris du groupe, Eric, m'a envoyé un message. Nous ne sommes pas proches, mais nous avons fait assez de dîners ensemble pour être cordiaux. Son message était neutre. Et mec, je prends juste des nouvelles. Ça va? C'était intéressant. J'ai répondu que j'allais bien, et que j'espérais qu'il profitait de Cabo. Il a renvoyé une réponse courte, « Ouais, c'est déjà mouvementé ici. » Il n'a pas élaboré. Je n'ai pas insisté. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu une demande de notification sur Instagram de la part de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'était un compte privé avec une photo de profil d'un coucher de soleil, et aucune publication. La biographie indiquait de San Diego. Normalement, j'ignore ces demandes. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Le premier message était simple. Tu mérites de savoir ce qui se dit sur toi. J'ai failli rire. Cela semblait dramatique, ce que j'évite habituellement, mais j'étais assez curieux pour répondre par une seule question, qu'est-ce qui se dit? La réponse est arrivée rapidement, que vous deux, c'est pratiquement fini, que la pause est mutuelle, et que vous voyez tous les deux d'autres personnes. Voir d'autres personnes. Cette formulation a attiré mon attention parce que je n'avais vu personne. J'avais été au travail, puis à la maison. J'ai demandé qui disait cela. Le compte a répondu avec une capture d'écran. C'était une story de groupe au bar du complexe hôtelier. Angela était à l'arrière-plan, riant, un verre à la main. La légende de l'une des filles disait
Énergie de nouveau départ. En dessous, quelqu'un avait commenté « Enfin. Enfin. » Je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti lucide. Si le récit a cabot était que nos fiançailles étaient effectivement terminées, alors mes prochaines étapes devaient refléter cette réalité. J'ai remercié le compte anonyme pour l'information, et je n'en ai pas demandé plus. Je n'ai pas confronté Angela. Nous étions en pause. Elle était libre de se présenter comme elle le souhaitait. Mais je ne suis pas quelqu'un qui laisse sa réputation être façonnée par la version de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rédigé un email. Pas à elle, mais à tous ceux qui avaient reçu notre faire-part de mariage. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite, mais je l'ai écrit. Je ne l'ai pas envoyé ce soir-là. Je l'ai relu 3 fois, puis je l'ai enregistré dans les brouillons. C'était court et factuel. Cela disait qu'en raison d'un changement de circonstances, les fiançailles étaient en cours de révision, et que les préparatifs du mariage étaient suspendus indéfiniment. Pas de blâme, pas de détails, juste de la clarté. Avant de faire quoi que ce soit d'irréversible, je voulais plus de données. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Vers 10 heures. Eric a envoyé un autre message, tu devrais peut-être vérifier les photos taguées d'hier soir. J'avais mis les stories d'Angela en sourdine, mais pas les tags. Il y avait 3 nouvelles publications de différents comptes au bar sur le toit de l'hôtel. Sur 2 d'entre elles, Angela était assise très près d'eux. Marcus. Pas près par accident, mais intentionnellement orienté vers lui. Dans un clip. Il avait son bras sur le dossier de sa chaise, sa main reposant près de son épaule. C'était assez subtil pour être défendable, mais assez évident pour être interprété. La légende d'une photo disait « Les retrouvailles font du bien ». Angela l'avait aimé. Pourtant, cela seul n'était pas une preuve d'un acte physique. C'était une preuve d'optique, et l'optique compte quand on est fiancé. J'ai zoomé sur l'une des vidéos. À la toute fin, on entend quelqu'un dire en arrière-plan, on dirait que la pause a vite fonctionné. Angela n'a pas corrigé la personne. J'ai fermé l'application. Au déjeuner, j'ai appelé le bureau de gestion de l'appartement. L'hypothèque est à nos 2 noms, mais le contact pour le syndic est au mien. J'ai demandé quel serait le processus si l'un des propriétaires voulait entamer une discussion de rachat. Non pas parce que je déposais quoi que ce soit ce jour-là, mais parce que je voulais comprendre les délais. Cet après-midi-là, Angela m'a enfin envoyé un message direct, « J'espère que tu vas bien. Cabot est magnifique. » J'ai répondu. Pas, content que tu en profites. Elle a enchaîné avec, tu sembles distant. J'ai fixé cela pendant 1 minute entière. Nous sommes en pause, ai-je écrit. En retour. La distance est implicite. Elle n'a pas répondu après cela. Plus tard dans la soirée, le compte Instagram anonyme m'a de nouveau envoyé un message. Cette fois, c'était une courte vidéo. Elle avait manifestement été prise discrètement depuis l'autre bout du bar. Angela et Marcus dansaient, pas une danse de groupe, pas un cercle d'amis, juste eux deux, si proches qu'il n'y avait aucun espace entre leurs corps. Il n'y avait pas de baiser dramatique dans le clip, aucune trahison évidente. Prise sur le fait, mais le langage corporel était intime. Et plus important encore, c'était public. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision que j'aurais probablement dû prendre la première nuit. Elle avait suggéré la pause. J'ai programmé l'envoi de l'email pour le lendemain matin à 9 h, heure du Pacifique, en plein milieu de leur 3e jour à Cabo. À 9 h précises, l'email est parti. Il a été envoyé à la même liste de diffusion que celle utilisée pour les faire-part, amis proches, famille immédiate, et quelques parents éloignés qui avaient déjà réservé des voyages provisoires. La formulation était maîtrisée. J'ai écrit qu'Angela et moi étions
convenu mutuellement de faire une pause indéfinie dans nos fiançailles et que, par conséquent, le mariage n'aurait pas lieu comme prévu. J'ai précisé que les acomptes étaient en cours d'examen, et que les invités devaient suspendre toute réservation non remboursable. Je les ai remerciés pour leur soutien et j'ai dit que je les tiendrais au courant si la situation changeait. Pas d'accusation, pas de capture d'écran, pas de théâtralité. En l'espace de 15 minutes, mon téléphone a commencé à vibrer. Ma sœur a appelé la première. Je n'ai pas répondu. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'expliquerai plus tard, et que j'allais bien. Puis Angela a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Encore une fois. Finalement, elle a envoyé un SMS, « Qu'est-ce que tu viens d'envoyer ?» J'ai répondu en lui renvoyant exactement ce que j'avais envoyé. Un avis de suspension. Elle a répondu presque immédiatement, « Es-tu fou ?» J'ai dit que non. J'alignais simplement l'information publique avec la réalité actuelle. Nous étions en pause. Les fiançailles n'étaient pas stables. Il serait irresponsable de laisser les gens planifier autour d'un mariage qui pourrait ne pas avoir lieu. Les 3 points de suspension sont apparus et ont disparu plusieurs fois, avant qu'elle n'envoie un message plus long. Tu m'humilies. Ce mot est ressorti, pas tu me fais du mal, ni nous devrions parler. Humilié. J'ai demandé comment. Elle a dit que des gens à Cabo lui envoyaient déjà des messages pour demander ce qui se passait. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu. Je lui ai rappelé qu'elle avait initié la pause, et qu'elle s'était positionnée publiquement comme assez célibataire pour que des gens commentent enfin sous ses photos. Il y a eu un long silence. Puis elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était serrée et aiguë. Elle a dit que je réagissais de manière excessive à un amusement inoffensif. Elle a affirmé que rien ne s'était passé. Elle a dit que je nous sabotais par insécurité. J'ai posé une seule question, as-tu dit aux gens que nous avions rompu? Elle a hésité. Elle a dit qu'elle avait peut-être dit que nous étions en train de clarifier les choses. J'ai répondu que cela correspondait à ce que j'avais communiqué. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là, mais cela ne ressemblait pas à du regret. Cela ressemblait à une perte de contrôle. En arrière-plan, j'entendais de la musique et des voix. Quelqu'un lui a demandé si elle allait bien. Elle a aboyé de lui laisser de l'espace. Puis, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit que Marcus était confus maintenant. C'était la première fois qu'elle mentionnait la réaction de Marcus comme étant pertinente. Je lui ai dit que gérer la confusion de Marcus n'était pas de ma responsabilité. Elle m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, le compte Instagram anonyme m'a envoyé un dernier message. Tu devrais peut-être vérifier le flux en direct du complexe ce soir. Apparemment, le bar sur le toit diffuse certains événements. Je n'ai pas répondu, mais j'ai noté le décalage horaire entre San Diego et Cabo parce que s'il devait y avoir une crise de nerfs, je voulais la voir de mes propres yeux. Ce soir-là, j'ai ouvert le streaming public de l'hôtel environ 10 minutes avant le début prévu de l'événement sur le toit. Je me sentais détaché, presque clinique. J'avais mon ordinateur sur le comptoir de la cuisine, le volume bas. Les lumières éteintes dans l'appartement. San Diego était calme. Cabo ne l'était pas. La caméra était fixée près du bar, orientée vers une petite cabine de DJ. Et une zone de siège lounge. Les gens arrivaient lentement. J'ai reconnu quelques visages de dîner passés. Puis j'ai vu Angela. Elle était habillée différemment des soirs précédents. Pas de manière décontractée, mais de façon intentionnelle. Elle tenait un verre et parlait avec animation à l'une des filles. Marcus était à quelques mètres. Au début, rien ne s'est passé. Juste de la musique et des gens qui bougeaient. Puis son téléphone a vibré. Même à distance, j'ai pu voir son expression changer.
Elle s'est écartée, a ouvert quelque chose, et s'est figée. En quelques secondes, 2 des filles se sont pressées autour d'elle. L'une d'elles lui a attrapé le bras. Je savais exactement ce qu'elle lisait. Ma sœur lui avait envoyé un SMS. J'avais prévenu ma famille que j'expliquerais plus tard, mais je ne leur avais pas dit de rester silencieux. Le visage d'Angela est passé de la confusion à la colère très rapidement. Elle s'est mise à parler vite. Marcus s'est approché. Elle lui a montré son téléphone. Il a lu. Sa réaction n'a pas été un soutien. Il a eu l'air irrité. Je ne pouvais pas les entendre clairement à cause de la musique, mais le langage corporel n'a pas besoin de sous-titres. Il a reculé. Elle s'est avancée. Il a secoué la tête. Puis, la situation a dégénéré. Angela a haussé le ton. Les têtes se sont tournées. Un des gars a essayé de la calmer. Elle a dégagé son bras. Marcus a dit quelque chose de court et de tranchant. Elle a levé la main. Comme pour le congédier. Et puis, elle a fait quelque chose qui a figé tout le monde sur le toit. Elle l'a pointé du doigt et a commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses. Mais un effondrement complet et visible, en faisant des gestes vers son téléphone, vers lui, vers le groupe. Les gens à proximité les regardaient. Maintenant ouvertement. Même le DJ a jeté un coup d'œil. Marcus avait l'air embarrassé. Il s'est éloigné. L'une des filles a essayé de serrer Angela dans ses bras, et elle l'a repoussé. Le chat en direct du flux vidéo a commencé à s'emballer. Quelqu'un a tapé. Qu'est-ce qui se passe? Un autre a écrit, soirée drama. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'avais pas besoin de voir la suite. Dans les 30 secondes qui ont suivi, mon téléphone s'est remis à s'allumer. Des appels manqués d'Angela. 3 d'affilée. Puis des SMS. Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as piégé devant tout le monde. Appelle-moi tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision là. Plus nette de toute cette affaire. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur Instagram, sur WhatsApp, et j'ai créé des filtres de mail pour que ces messages soient directement archivés. Si nous étions en pause, et publiquement plus fiancés, il n'y avait aucune raison qu'elle ait un accès immédiat à moi. Elle voulait de l'espace sans avoir à gérer mon énergie. Je lui ai donné le silence à la place. Le message suivant que j'ai reçu ne venait pas d'elle. C'était Eric, tu viens de rompre, n'est-ce pas? J'ai répondu par un mot, oui. Une fois Angela bloquée, le bruit a cessé instantanément. Plus d'appels. Plus de téléphone vibrant sur le comptoir. Juste le calme. Environ 20 minutes plus tard, Eric m'a envoyé un court résumé. Apparemment, après que je l'ai bloqué, elle a essayé de m'appeler à plusieurs reprises devant tout le monde. Quand ça ne passait plus, elle a accusé Marcus de m'avoir encouragé à envoyer l'email. Cela n'avait aucun sens, et le groupe le savait. Marcus a nié. Il lui a dit qu'il n'avait pas signé pour ce genre de chaos. Selon Eric, il a dit qu'il pensait qu'elle était fondamentalement célibataire. Ce détail comptait. Elle lui avait présenté la situation différemment de la façon dont elle me l'avait présentée. Quand Marcus est parti, elle l'a suivi. Ils se sont disputés près d'eux. La sortie. Quelqu'un du personnel de l'hôtel est intervenu, parce que sa voix portait à travers tout le toit. Ce n'était pas subtil. Au moment où ils ont quitté la zone du bar, le reste du groupe était tellement mal à l'aise que 2 couples sont remontés dans leur chambre plus tôt que prévu. La dynamique du voyage a été brisée en une seule nuit. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, je me suis connecté à notre compte joint, et j'ai transféré ma part de l'hypothèque du mois prochain en
Avance sur le calendrier. J'ai ajouté une note dans la description de la transaction, indiquant « Dernière contribution en attendant la discussion sur la propriété ». Clair et documenté. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à un avocat spécialisé en immobilier pour me renseigner sur le lancement d'un rachat ou d'une vente. Angela était toujours bloquée. Elle a tenté de me contacter via ma sœur. Ma sœur m'a envoyé une capture d'écran du message et m'a demandé si elle devait répondre. J'ai dit non. 3 jours. Après l'email, Angela a écourté son voyage et est revenue à San Diego. Je l'ai su parce qu'elle s'est présentée à l'appartement, et parce que j'avais anticipé cette possibilité, je n'étais pas là quand elle est arrivée. J'avais prévu qu'elle reviendrait peut-être plus tôt. Donc, le matin suivant. L'incident sur le toit, j'ai fait une valise et je me suis installé dans le petit bureau du centre de stockage auquel j'avais accès par le travail. L'un d'eux. Nos chefs de projet possèdent une location meublée de courte durée près de Mission Valley, qui était vide entre 2 locataires. Je l'ai payé pour 2 semaines d'avance. Arrangement propre, pas de drame. Avant de quitter l'appartement, j'ai récupéré mes documents personnels, mon passeport, mes sauvegardes d'ordinateur et quelques objets sentimentaux. Je n'ai pas vidé l'endroit. Je n'ai pas changé les serrures. Nos 2 noms sont sûrs. L'hypothèque, j'ai donc gardé les choses légalement propres. Quand Angela a atterri à San Diego, j'étais sur un chantier en train de vérifier la pose de l'acier. Elle a essayé de m'appeler à nouveau, bloqué. Ensuite, elle a envoyé un email depuis son adresse professionnelle. Objet. Urgent. Je n'avais pas encore bloqué celle-là. Je l'ai lu une fois. Elle écrivait que j'avais réagi de manière excessive publiquement, que je l'avais embarrassé devant ses amis et Marcus, et que j'avais créé un récit qui la faisait paraître instable. Elle affirmait que rien de physique ne s'était passé. Et que j'avais détruit nos fiançailles pour une question d'optique. Elle écrivait aussi que l'appartement était aussi sa maison, et que je ne pouvais pas simplement disparaître et prendre des décisions sans elle. Cette partie était juste, alors j'ai répondu de manière brève et factuelle. J'ai dit que les fiançailles étaient terminées. L'email reflétait la réalité d'une pause initiée par elle. J'ai dit que j'étais ouvert à discuter soit d'un rachat, soit de la mise en vente de l'appartement par l'intermédiaire d'avocats. J'ai suggéré que nous communiquions par écrit pour que tout reste clair. Pas d'insultes, pas d'accusations. Elle a répondu en quelques minutes, c'est de la folie. On peut arranger ça. C'était la première fois qu'elle utilisait le mot arranger. Pas une seule fois pendant la conversation sur la pause elle n'avait utilisé ce langage. Je ne me suis pas engagé émotionnellement. J'ai simplement répété que je coordonnerais les démarches via les voies juridiques concernant la propriété, et que je transférerais ma part restante des dépenses communes. Jusqu'à la fin du mois. 1 heure plus tard, ma sœur a de nouveau envoyé un SMS. Apparemment, Angela avait publié une story vague sur la trahison et les décisions impulsives. Les commentaires étaient partagés, certains la soutenaient, d'autres s'interrogeaient. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me sentais calme, pas triomphant, pas vengé, juste en phase avec moi-même. Elle avait voulu une pause qui fonctionnerait comme une échappatoire. J'ai traité cela comme une révision de contrat, et les contrats ne reviennent pas en arrière juste parce qu'une partie regrette le résultat. 2 semaines plus tard, la situation n'était plus émotionnelle, elle était procédurale. Angela et moi nous sommes rencontrés une fois dans un cadre neutre, une salle de conférence au cabinet de l'avocat immobilier en centre-ville. Pas de voix haute, pas de larmes, juste de la paperasse. Elle avait l'air fatiguée, pas dévastée, juste dégonflée. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je mette fin à tout publiquement. Elle a dit qu'elle pensait que la pause nous donnerait de l'air, et que j'avais aggravé les choses pour marquer un point.
Je lui ai dit calmement que je n'avais pas mis fin à tout publiquement. Mais que j'avais clarifié les choses publiquement, après qu'elle a présenté nos fiançailles comme optionnelles. Elle a essayé une fois de plus de minimiser ce qui s'était passé à Cabo. Elle a dit que rien n'était arrivé avec Marcus, que la danse était inoffensive, que les commentaires avaient été mal interprétés. Je n'ai pas discuté des détails. Je lui ai dit que le problème n'était pas de savoir si elle avait franchi une ligne physique. Le problème était qu'elle était prête à suspendre nos fiançailles pour créer de l'espace pour l'ambiguïté. Une fois que cela s'était produit, je ne pouvais plus me fier aux fondations de notre relation. Elle n'avait pas d'argument pour contrer cela. Nous avons accepté de mettre l'appartement en vente. Le marché à San Diego était assez solide pour que nous puissions probablement nous en sortir proprement après les frais. Nous avons partagé les frais d'agent immobilier et les frais juridiques à parts égales. Après cette réunion, j'ai aussi bloqué son email. Pas par colère, mais par souci de finalité. L'appartement s'est vendu en 5 semaines. Nous avons signé les documents de clôture séparément. Le dernier message que j'ai reçu à son sujet venait d'un ami commun, qui a dit qu'elle et Marcus n'avaient pas duré au-delà de l'été. Apparemment, il n'était pas intéressé par le fait de faire partie d'une situation aussi volatile. Je ne suis pas fier de la façon dont cela s'est déroulé publiquement, mais je ne regrette pas d'avoir tracé une ligne nette. Si quelqu'un vous dit qu'il a besoin d'une pause, spécifiquement au moment où un ex réapparaît dans le décor, ce n'est pas de la confusion. C'est un test de préférence. Elle a testé l'alternative. Je me suis retiré de l'équation. Et la crise de nerfs que tout le monde a vue n'était pas due au fait que je l'avais embarrassée. C'était parce que le filet de sécurité sur lequel elle comptait n'existait plus.